Alors, ça me fait très plaisir d'accueillir ce soir Loïc Gaëtan. Euh, Déjà parce que c'est un de nos anciens étudiants. Il a fait son cursus d'archéologie à Besançon, une brillante licence, master et ensuite un doctorat que j'ai eu le plaisir de diriger qui portait sur les agglomérations du Val-de-Saône. Parallèlement à sa formation académique, très rapidement, il s'est engagé dans l'archéologie préventive, d'abord avec des contrats à durée déterminée, et puis très rapidement, là encore, à l'issue de sa thèse, il a été engagé au sein de l'Institut national de recherche archéologique préventive, hein, à l'antenne. Tu es rattaché à l'antenne de Dijon maintenant, c'est ça? Voilà, donc il est rattaché à l'antenne de Dijon. Spécialiste de l'Antiquité, il dirige des opérations sur le territoire. Et donc, il a eu la chance de fouiller récemment un très bel établissement du Haut-Empire, près de Mâcon. Et eh bien, il va nous en parler ce soir. Voilà, je m'arrête là parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Donc, Loïc, à toi la parole. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors, toutes mes excuses quand même, en public. Effectivement, et 40 minutes pour traverser Besançon en voiture. Et heureusement, j'ai pris de l'avance pour partir de Dijon. Enfin voilà, me voilà. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'un plutôt beau site. Donc découvert qui se situe à Fleurville. Donc pour vous resituer, Fleurville, on est en Saône-et-Loire, bordure de la Saône. Exacte mi-distance en fait entre Tournu et Mâcon, donc sur la rive droite de la Saône. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi, donc en mars 2021, qu'on a entamé une série d'interventions à Fleurville, alors qu'on n'avait jamais mis les pieds jusqu'à maintenant, avec une série de 5 interventions en fait, diagnostic et fouilles, donc en l'espace d'un an et demi à peu près. Donc suite à un concours un peu de circonstances, avec le dépôt de permis d'aménagement, de permis de construire dans un secteur dont on connaissait déjà quelques vestiges. Et donc on a pu confirmer tout ça avant les travaux de construction envisagés. Donc là, je vais vous faire un petit bilan de ces 2 ans de fouilles et de diagnostic. Donc sachant que toutes les études ne sont pas terminées, donc il y a encore beaucoup d'hypothèses dans ce que je vais vous présenter, puisque, comme vous le savez sans doute, il ne suffit pas de fouiller sur le terrain. Il faut ensuite confier tout ce qu'on a retrouvé à des spécialistes. Et donc ensuite, ils vont me rendre leurs études, et moi, j'aurai plus qu'à faire la synthèse qui devrait intervenir donc l'année prochaine, en 2024. Avant d'aborder vraiment les structures en elles-mêmes, le site, je vais vous faire un tout petit point de contexte archéologique et géographique. Pour vous montrer que cette ville-là s'implante ici, il y a sans doute quelques raisons. Donc, comme je vous disais, on est en bordure de Saône. Donc, la villa, grosso modo, elle est ici, sous mon petit pointeur. Donc, la Saône ici, on est à peine 1 km à vol d'oiseau de la Saône. On est aussi le long d'un axe de circulation assez important en Gaule romaine qui s'appelle donc la voie d'Agrippa. Et ce tronçon relie Lyon à Trèves. Donc on est sur une sorte d'ancêtre de l'autoroute A6. A6 qui passe maintenant d'ailleurs ici juste à l'ouest, et une voie ferrée dont je vais revenir aussi tout à l'heure, qui traverse le site. Donc plein d'axes de communication toujours dans ce secteur. Donc cette voie d'Agrippa, elle est reliée à l'autre côté de la Saône, donc au côté bressant de la Saône-et-Loire, et même de l'Ain d'ailleurs, on n'est plus en Saône-et-Loire de ce côté-là, avec un passage à gué qui est découvert fin 19e, début 20e, découvert avec, en fait, on présume son passage avec la découverte d'un tas de mobilier proto-historique, antique et même médiéval dans toute ces zones-là. On a aussi un lieu-dit qui s'appelle le port de Fleurville, donc qui pérennise une certaine fonction, et puis une voie aussi d'origine romaine a priori, donc perpendiculaire, qui rejoint cette voie d'Agrippa. Donc voilà, on est ici dans une zone stratégique, enfin privilégiée, on va dire, dans les points de passage de la rivière de la Saône.
En tout cas, il faudra attendre 1853 pour découvrir pour la première fois un ensemble de vestiges au lieu-dit donc Marigny sous la Mure, donc sur la commune de Fleurville. Et notamment, donc 1853, en fait, c'est l'année de création de la voie PLM, donc Paris-Lyon-Marseille, donc une des toutes premières voies ferrées créées en France. Donc elle passe ici, au pied du château de Marigny. Alors à ne pas confondre avec le château de Fleurville. Donc on a le château de Marigny à Fleurville et le château de Fleurville. En fait, c'est deux châteaux qui sont à 500 mètres de distance. Donc voilà, donc là on est bien sur le site du château de Marigny. Donc cette voie, elle traverse le site. Donc c'est comme ça qu'on le découvre. Donc les ouvriers, à cette occasion-là, signalent tout un ensemble de structures, un ensemble de pavages, comme vous pouvez lire ici sur la description, qui est donc la seule description qu'on ait de cette époque sur le site, sur ces découvertes. Aucun plan, aucun mobilier ramassé, ou sinon chacun l'a gardé chez soi, et nous est jamais parvenu. Mais en tout cas, tout un ensemble de vestiges plutôt assez remarquables déjà à l'époque, qui nous laissent assez rêveurs. Il signale aussi par la même occasion que les vestiges s'étendent dans la plaine de Saône jusqu'à la route impériale numéro 6, donc qui est reprise aujourd'hui, enfin qui reprenait le passage de la voie d'Agrippa. Donc tous ces vestiges, une seule mention, pas de plan. Ensuite, il faudra attendre les années 1990. Donc, je ne vous ai pas vraiment situé, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, le château de Marigny, le passage de la voie ferrée ici, avec l'emplacement présumé des découvertes, parce qu'ils disent sur une trentaine de mètres, donc on arrive à peu près à localiser. Donc il faudra ensuite attendre les années 1990 et une photographie aérienne. Et on n'a qu'une seule photographie aérienne de Fleurville qui livre des vestiges dans ce secteur. Donc ici, je vous l'ai remise, elle est inversée, pour être orientée, donc le nord est en haut. Donc ces vestiges, donc la voie ferrée passe ici. Et sur mon petit plan à gauche, donc vous voyez toutes les traces visibles. Donc en fait, ça ressemble plutôt à des bouts de mur par-ci par-là. Aucun bâtiment se dessine vraiment, aucune pièce, on n'arrive pas vraiment à voir l'organisation de tout ça. On sait juste qu'il y a effectivement un établissement antique qui se développe dans ce secteur, vraiment sans en savoir plus. Et puis, comme je vous disais au tout début, il faudra attendre 2021 avec un premier permis de construire. Donc, en un an et demi, on est intervenu cinq fois dans ce secteur. La première opération se trouve au sud, donc ici, menée par ma collègue Stéphanie Morel. On est ici, donc c'est avant la construction d'un hangar agricole. Donc on a quelques traces de fossés, et puis on a aussi un bâtiment qui se trouve ici, sur la bordure sud de la parcelle. Un bâtiment donc, qui est incomplet, parce qu'il se développe au sud. Donc il est long de 13,50 m, large d'au moins 6,50 m. Donc antique, du Haut Empire, plus de sol conservé. Donc peut-être une dépendance en lien avec la villa, mais tout ça reste encore vraiment hypothétique. Je ne sais même pas si on en saura plus un jour, en tout cas dans l'immédiat. Donc peut-être une petite dépendance en lien avec la villa. Ensuite, un deuxième diagnostic, donc bon, il est hors de la carte, il est à peu près ici, pour une maison. Là, on n'a strictement rien, aucun vestige. Donc déjà, on arrive un petit peu à circonscrire l'occupation, son étendue, à recibler et recentrer un peu les choses. Et puis, cette fois-ci, en juillet 2021, dans le château de Marigny, où il y avait un projet de restauration d'un des bâtiments. Donc là, on est intervenu, j'y reviendrai tout de suite après. Et puis ensuite, la dernière grosse intervention concerne cette parcelle-ci, qui correspond même à donc cet emplacement-là, là où il y avait quelques murs visibles en photographie aérienne. Donc cette parcelle, on a fait un diagnostic en janvier 2022, et puis la fouille donc l'été dernier, en août-septembre 2022. Donc voici un peu pour le contexte. Alors je reviens tout de suite sur
le château de Marigny en lui-même. Donc vous voyez bien un peu le contexte ici avec une petite photo drone. Donc le domaine du château, bon, pas très très grand, hein, fait à peu près 5000 m², et la voie ferrée juste en dessous, donc il y a un dénivelé, hein, qui est venu tout traverser en 1853. Donc quand on a commencé nos recherches donc, dans le château de Marigny, le premier objectif était déjà de mieux caractériser l'occupation, enfin l'origine, l'évolution de l'histoire de manière générale de ce château, qui était vraiment pas connu des archives, que quelques mentions, mais très très peu. On sait juste qu'il apparaît dans les textes donc en 1561, qu'il appartient au prévôt de Vérizé. Donc Vérizé, c'est un petit hameau village juste à l'ouest de Fleurville. Donc, le prévôt de Vérizé, donc Philibert Pelé, est arrivé en 1525 à Marigny, à Fleurville, à Vérizé, pardon, je vais y arriver. Ensuite, il a acheté la terre, voilà. En 1527, il a acheté la terre de Marigny, à Fleurville. Et donc, en 1561, on a cette première mention d'un château où on note la nécessité de renforcer les défenses. Donc, on imagine qu'il y a déjà un château, au moins une maison forte, dans ce secteur déjà avant. Donc, globalement, on est au milieu du XVIe siècle. Donc, voilà tout ce qu'on sait à peu près de ce château. Il ressemble, donc, il est partagé entre la partie résidentielle et puis la partie des communs, où on a une ferme, et puis des tours à chaque angle. Alors vous allez voir un petit diaporama avec cette belle vue depuis la voie ferrée. Donc quelques petites photos du château pour vous montrer qu'en fait, donc la partie résidentielle, les parties du XVIe siècle, il en reste finalement très très peu, puisque chaque propriétaire jusqu'à la fin du XIXe siècle va apporter un peu sa petite touche de modernité, et donc en rasant un bout de bâtiment, en reconstruisant, en refaisant les façades, etc. Et finalement, pour la partie résidentielle, la partie 16e, il reste que cette tour, globalement encore debout. Et puis sur la partie ouest du château, donc la partie des communs. Donc en fait, c'est une grande longère hein, qui fait 80 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, et donc qui ressemble à ça à l'intérieur. Donc c'est une série de granges, d'écuries, un logement même aménagé dans les années 80-90. Donc des garages, etc. Et donc c'est toute cette partie-là qui est concernée dans un premier temps par les travaux de restauration. Donc le château a été racheté en fait en 2020. Et puis les travaux commencent d'ici la fin de cette année-ci, 2023. Donc le projet, c'est refaire, enfin c'est tout restaurer et faire les salles de réception pour séminaires, mariages, etc. Donc voilà, vraiment des gros travaux. Donc quand on est arrivé ici, on se posait plein de questions, hein, je vous disais, sur le château, parce que c'était quand même la chose la plus visible. On ne savait pas encore qu'un site antique, enfin, on savait qu'il y avait un site antique dans le secteur, mais on ne savait pas qu'il était encore déjà sous nos pieds. Donc on a tout un ensemble de questions. Hein. Quelles sont les motivations pour l'installation du château à la fin du XVIe siècle? Pourquoi ils sont venus s'installer ici? Donc préciser la chronologie de construction et d'évolution de ce château. L'impact même des constructions modernes sur les structures antiques, puisque je vous disais, on sait qu'on a quand même un site antique sous nos pieds. Et puis, quelle est donc la nature des structures antiques, quand même, pour essayer de caractériser, puisque les seules mentions qu'on avait, c'était celles du milieu du XIXe siècle. Alors, intervenir dans donc là, c'est vraiment un diagnostic. Hein. Donc, on fait des sondages. En tout, on a fait 21 sondages qui vont de 4 mètres, de 2 mètres carrés 50 à 45 mètres carrés à peu près. Le but, c'était de pouvoir sonder un peu partout, tant sur le terrain que dans l'intérieur des bâtiments, parce que le projet, c'était aussi d'intervenir, le propriétaire voulait intervenir sur les sols du bâtiment actuel. Donc, il y avait tous les réseaux à créer, etc. Donc, voilà, il fallait qu'on voit un peu ce qui se passait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du château, et essayer de circonscrire un peu cette occupation. Donc, ce qui nous amène à intervenir en 2 phases en juillet 2021, avec des moyens, on va dire, standards, avec une pelle mécanique classique, et puis une petite pelle, une micro-pelle qui fait 1,5 tonnes pour pouvoir faire des sondages, des plus petits sondages en intérieur. Donc voilà, en tout, 21 sondages, je vous disais, une superficie cumulée de 230 mètres carrés. Donc ce que vous allez voir, c'est vraiment qu'une interprétation, des hypothèses d'interprétation. Et tant qu'il n'y a pas de fouille sur ce secteur, on ne peut pas confirmer tout ce qu'on a vu. On a des tendances,
mais il y a certaines choses qui auraient demandé à être mieux précisées. Donc voici ici le plan. En marron, le bâti actuel. Et puis en pointillé juste dessous, vous voyez le plan restitué du bâtiment qui a été vu donc à travers nos sondages. Donc ce qu'on peut déjà remarquer, il y a deux remarques à faire, c'est que ces deux plans, donc le plan du bâtiment antique et le plan du bâtiment XVIe siècle, se superposent quasiment. On a une légère divergence d'orientation, mais les deux se recoupent quand même plutôt bien. Et puis, autre fait quand même plutôt surprenant, et vous allez voir à travers mes prochaines photos, c'est la faible stratification finalement, au moins pour la partie dans la cour, dans le parc du château. En fait, on a certains vestiges qui apparaissent à même pas 10 cm, certains vestiges antiques, hein, qui apparaissent même pas à 10 cm sous la pelouse. Donc ça, c'est quand même c'est ce qui nous a le plus surpris dans l'immédiat. Et notamment, par exemple, sur cette partie-là, c'est là où c'est la plus faible profondeur, où vous allez voir donc une mosaïque à 10 cm avec son seuil, le cailloutis, etc., est quand même plutôt bien conservée. Peut-être moins bien que les autres qui étaient plus profondément enfouis, vous allez voir, mais quand même, ça reste relativement remarquable. Donc tout de suite aussi pour vous dire que finalement, on cherche des réponses sur l'histoire du château. Ben, on n'a pas spécialement trouvé, puisqu'on est directement tombé sur le site antique. Alors pour ce qui concerne la description du bâtiment, on a à peu près les limites de ce bâtiment, en tout cas au nord. Nos sondages au nord, enfin 2 sondages au nord n'ont pas livré plus de vestiges, ces deux-ci. À l'est, on a aussi les limites du bâtiment avec des murs assez importants. À l'ouest, pareil. Il y a juste au sud où on a quelques pièces où on n'a encore pas trouvé les murs, mais on ne doit pas être si loin que ça. Donc globalement, en fait, ça fait un bâtiment restitué de 1500 mètres carrés pour une longueur donc, de 70 mètres minimum et 22 mètres en comprenant le portique. Et en tout, on a identifié au moins 11 espaces intérieurs, dont certains peuvent être encore subdivisés. Donc pour ce qui est du bâtiment, je reviens sur ce plan l'avant. En fait, le bâtiment s'oriente globalement nord-est, sud-ouest, avec en avant, sur sa façade avant, un portique donc qui se trouve ici, et puis tous les espaces intérieurs qui se développent juste à l'ouest. Ce portique et ce bâtiment, de manière générale, s'ouvrent sur un espace de cour. Là, on a fait 2 sondages où on a des niveaux de cour, donc on doit être sur une cour centrale de la villa. Donc pour les vestiges, donc ce portique ici, qui fait 5 mètres de large, fait d'un petit cailloutis relativement dégradé, hein, ce que je vous rappelle, on est à peine 10 cm sous la végétale. Ce portique donc est limité juste ici par ce mur qui fait un mur terrasse, et ensuite on a les espaces de cour. En fait, il faut imaginer ce mur terrasse est quand même bien arasé, il restait plus qu'une assise d'élévation, mais des mesures d'altitude permettent de restituer un peu un dénivelé. Donc on est, la cour est 1 mètre en contrebas par rapport au bâtiment antique. Donc voilà, il faut imaginer un bâtiment qui surplombe déjà un espace de cour intérieur. Donc ce portique, et puis ensuite l'accès aux pièces intérieures, donc ici avec le seuil. Je reviendrai tout de suite après. Juste au sud, pour décrire rapidement, en fait, on a 2 pièces identiques, que j'ai appelées antichambres de manière classique. Elles font 25 mètres carrés chacune. On a les 3 ou 4 murs, ça dépend des pièces, qui permettent d'en délimiter la surface. Et puis à l'arrière, on a 2 pièces encore identiques, hein, qui font 45 mètres carrés chacune. Entre ces 2 pièces, donc l'antichambre donne sur le portique. Ensuite, l'antichambre donne sur la chambre à l'arrière. Et la chambre est surélevée d'une 40aine de centimètres, comme vous voyez sur cette photo. Donc la chambre est surélevée par rapport à l'antichambre. Ce dénivelé dans les pièces, on n'a pas eu la chance de tomber sur l'escalier et la porte qui permettait d'accéder à la chambre. Mais pareil, on ne devait pas être bien loin. En tout cas, cette élévation, ce dénivelé, permet d'avoir des élévations, donc à peu près 30-40 cm de hauteur, avec, vous voyez ici encore, tous les enduits peints conservés. Donc cette pièce a brûlé, donc les enduits peints sont de mauvaise qualité, ils sont très très friables, mais en tout cas, ils sont jaunes, blancs, avec des liserés rouges, donc plutôt classiques. En tout cas, ils ne nous permettent pas d'interpréter la fonction de ces 4 pièces identiques.
Ensuite, donc un peu plus au nord, donc cette fois-ci au centre du bâtiment, on a la plus grande pièce et la pièce centrale de ce bâtiment, de ce bâtiment de la villa. On l'a observé à travers 4 sondages que j'ai remis ici sur le plan général du bâtiment antique. Donc 4 sondages qui permettent d'avoir les 4 murs différents de cette pièce. Donc on arrive plutôt aisément à restituer sa surface. Elle fait environ 136 mètres carrés. 136 mètres carrés et donc 14 mètres 25 de longueur et une largeur de 9 mètres 60. On sait également qu'il s'agit de la même pièce, puisque dans 3 de ces sondages, donc ceux-ci, on a un sol en mosaïque qui est identique. Et ensuite, là, on n'a pas le sol associé au mur, puisqu'au XIXe siècle, quand ils ont refait l'écurie de ce bâtiment, ils ont décaissé, et donc la mosaïque a dû sauter à cette occasion-là. En tout cas, les pavés de l'écurie se trouvaient à la même altitude que la mosaïque de l'autre côté. Donc voilà. Donc pour rentrer dans cette pièce, on passe du portique, donc je vous ai montré tout à l'heure, à l'intérieur de la pièce, avec un petit seuil fait d'un calcaire très fin, qui fait 30 cm de largeur, donc un calcaire plutôt fin, ce n'est pas du marbre. Et puis on arrive donc à l'intérieur de la pièce, ici, une petite photo de détail. Vous remarquerez que globalement, il s'agit de la même mosaïque, des mêmes motifs, mais il y a des petites différences. On a à l'entrée, le tapis d'entrée est beaucoup plus complexe que le reste du tapis de la pièce. Donc pour cette entrée, en fait, globalement, ça reprend les motifs de l'opus sectilé en bichromie, hein, donc noir et blanc. Donc opus sectilé, c'est les imitations de marbre. Et là, ça reprend un motif de damier. Et ici, pour le tapis d'entrée, c'est 4 carrés emboîtés, en fait, une fois droit, une fois sur la pointe, voilà, avec une succession de couleurs emboîtées comme ça. Donc un motif plus complexe que le reste. Et puis, on a aussi une petite touche de raffinement. Alors ça, c'est des motifs qui sont plutôt connus hein, pour les mosaïques en Gaule romaine. Par contre, la petite touche de raffinement pour celle-ci, c'est en fait ce double filet que vous voyez ici, qui est fait d'une alternance de 2 tesselles noires, 2 tesselles blanches, voilà, de chaque côté. Et ça, par contre, pour l'instant, on n'a pas trouvé de comparaison pour d'autres sites. Ensuite, on a un autre sondage. Donc là, l'autre sondage montre la bordure intérieure sud de la pièce. Donc qui est plutôt quand même abîmé. Donc vous voyez un peu, alors là on a un tout petit peu plus de stratification, 20-25 cm quoi à peu près. Là on est c'est un sondage, vous voyez la mangeoire des vaches, là on est vraiment dans une écurie. Donc un petit sondage fait le long du mur. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Elle est quand même plutôt abîmée puisqu'elle elle est comblée avec du béton de Tuileau, donc fait à l'époque gallo-romaine. Mais par contre, on commence à deviner les motifs qui sont un tout petit peu plus simplifiés, mais toujours en opus sectilé, enfin en fait en damier noir et blanc avec des carrés. Donc ça, on est juste à l'arrière du sondage que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci à l'extérieur. Donc ça demande une petite gymnastique pour se représenter le site, hein, comme on a un bâtiment encore aujourd'hui dessus. Donc on est juste de l'autre côté. Donc là, c'est le plus grand sondage qui fait une vingtaine de mètres carrés. Donc c'est l'angle sud-ouest de la pièce, avec un mur ici, vous apercevez, encore en élévation, sur 70 cm de hauteur, donc qui avait perdu ses enduits par contre. La mosaïque est aussi un tout petit peu abîmée, on voit qu'elle est rebouchée encore avec du béton de Tuileau, mais sinon on peut quand même voir un peu le motif. Et la finesse vraiment d'exécution, ça a assez impressionné tout le monde, même les grands spécialistes de mosaïque romaine. C'est la finesse des tesselles, en fait c'est des tesselles qui font 8-9 mm de côté, donc extrêmement régulières. Donc il n'y a pas d'erreur dans le tracé, donc c'est vraiment un plutôt beau travail, très très fin. Vous le voyez d'ailleurs dans les petites photos de détail. Alors suite à ces 3 sondages qui ont livré des mosaïques, j'ai fait un petit exercice un soir en redessinant le motif, hein, c'est un peu pour restituer à quoi ressemblaient les bordures.
Alors au centre, j'ai mis tapis central, point d'interrogation, parce qu'on n'a fait aucun sondage dans ce secteur, donc au centre de la pièce. Généralement, les motifs comme ça ne sont pas sur les 140 mètres carrés. Enfin, au centre, on va retrouver des panneaux figurés, ce qu'on appelle des emblémas, enfin un ou plusieurs emblémas. Mais ici, en tout cas, on n'a aucune trace de cet embléma. Donc de manière générale, en fait, et donc il y a une petite restitution faite par mon collègue François Gaucher. Donc cette pièce, avec sa situation, sa grandeur, la qualité un peu des décors, et notamment du sol, il s'agirait très sans doute d'un oekus, un salon d'apparat. Donc ces pièces sont toujours au centre du bâtiment principal de la villa, là où le dominus, donc le propriétaire des lieux, reçoit ses clients. Donc voilà, donc c'est vraiment le salon d'apparat. Ensuite, un tout petit peu plus au nord dans le bâtiment, on retrouve d'autres pièces qui étaient aussi intéressantes, même si le sondage est beaucoup plus petit, il fait 10 mètres carrés à peu près. Donc sondage plus petit, mais c'est à ce seul endroit où on a des traces de transformation architecturale sur les 3 siècles d'occupation de la villa. En fait, globalement, on a dans un premier temps 2 pièces avec un dénivelé encore de 40 cm. Donc, il faut s'imaginer que dans toute cette villa, on a des pièces plus hautes, plus basses. Voilà. On a toute une circulation comme ça. Donc, pour cet espace-là, on a fait deux pièces avec 40 cm de dénivelé. Ensuite, la porte qui était ici a été bouchée par la construction d'un mur. La pièce au sud a servi d'hypocauste. Donc ils ont rehaussé tout le niveau de sol. Et à la fin, donc on est au IIe siècle, on a un dénivelé cette fois-ci entre les 2 pièces. Bon, on ne peut plus circuler entre les 2 pièces, mais en tout cas on a un dénivelé de 90 cm entre les 2 pièces. Donc ce qui donne ceci en photo, et puis vous aurez remarqué que la pièce juste au nord dispose elle aussi d'une mosaïque. Et ce dénivelé de 90 cm entre les 2 pièces permet une fois de plus une conservation assez exceptionnelle, puisqu'on a des élévations de murs qui vont jusqu'à 70 cm, avec cette fois-ci tout entièrement encore en place. Donc cette fois-ci, on est sur un autre type de motif, mais toujours géométrique, toujours dans l'imitation d'opus sectilé. Donc noir et blanc. Donc c'est des fuseaux de feuilles, de 4 feuilles blancs. En fait, c'est des sortes de rosaces. Aussi des motifs relativement connus. Par contre, encore une petite touche de raffinement supplémentaire pour cette mosaïque. Et en fait, ici, ça correspond aux 4 petites tesselles que vous voyez aux écoinçons, plus le chevron central. Donc ça, c'est des petits éléments, des petits détails qui sont connus que sur un seul site, dans le sud, à la villa de la Garane. Et justement, cette villa de la Garane est un bon exemple de comparaison, puisque la pièce où, donc à la Garane, la pièce où a été trouvée une mosaïque du même genre a été fouillée en entier. Et il s'agit donc, et cette pièce a été interprétée comme un cubiculum, donc une chambre privée. Donc c'est pour ce seul élément, pour l'instant, de comparaison qu'on interprète cette pièce comme un cubiculum, donc une petite chambre. On note aussi un décor au mur très raffiné. Donc ici, des petites photos plus de détails. Avec notamment, donc je vous disais, très bien conservé. On a même la plinthe en quart de rond badigeonnée en rouge, bien encore en place. Et puis ce mur, donc, avec l'enduit peint, encore en place. Donc un soubassement noir. Et puis toute la couche de démolition qui venait sceller ce sol en mosaïque. On a retrouvé des milliers de fragments d'enduit peint et on arrive à restituer grosso modo le décor représenté. Donc en fait, il faut imaginer donc, ce soubassement noir à mouchetis jaune et puis dans les parties médianes, encore des imitations d'opus sectilés, donc cette fois-ci en peinture. Donc il faut imaginer des imitations de porphyre, de marbre qui viennent un peu de tout le bassin méditerranéen. Donc du vert, du noir, du blanc, du rouge, etc. Et puis qui pouvaient dessiner au centre des panneaux qui généralement sont figurés et qui représentent des paysages, des scènes figurées. Donc ça, on a vraiment des micro-bouts de ces panneaux centraux. Mais par contre, les imitations d'opus sectilés, ça, on les a plutôt bien identifiées.
Et puis mon collègue, du coup, s'est aussi amusé à restituer cette pièce avec la petite banquette pour dormir, en laissant, en évoquant, en permettant d'imaginer les panneaux centraux sans vraiment les figurer. Donc vous aurez compris qu'avec tous ces décors, avec tous ces décors, on n'a absolument pas de mobilier, on a que quelques tessons dans tout ça. Donc avec tous ces décors, on arrive à restituer quand même une ambiance plutôt riche, assez luxueuse, qui peut interroger. Et donc on n'en sait pas plus sur le château en lui-même, le château de Marigny, mais on en sait plus par contre sur la construction. Alors, en tout cas, on a quelques hypothèses. Je vous ai mis ici deux coupes un peu pour vous laisser imaginer, vous laisser représenter le dénivelé actuel du terrain. Donc tout ce qui est en vert correspond au sol actuel, hein, à la pelouse actuelle, ou les sols intérieurs. Et tout ce qui est en noir, donc ici, ici et ici, correspondent au sol antique. Donc vous voyez un peu la faible stratification. Et en fait, on se demande pourquoi finalement Philibert Pellet, hein, le prévôt de Vérizé, est venu s'installer ici. Alors est-ce qu'il est venu ici parce que au XVIe siècle, il y a encore un énorme tas de ruines et puis ça lui permet d'avoir des matériaux disponibles en grande quantité rapidement? Ou est-ce qu'on est quand même sur un léger promontoire, enfin très relatif, hein, ça fait à peu près 10 mètres qui domine, donc on est sur la première terrasse alluviale de la Saône, donc qui domine un peu la plaine de Saône, et en plus on est à l'abri des inondations. Donc tout ça un peu combiné, je pense, ce qui permet d'expliquer la construction du château de Marigny. Et puis donc, quand ils ont fait ce château, ils ont créé une plateforme. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ils ont aplani le terrain. Donc il faut imaginer un champ de ruines avec des bâtiments même encore en grande partie debout, effondrés. Donc on crée une plateforme ici qui va donc jusqu'à la limite, hein, du bâtiment. Au-delà, on est sur un chemin et les prés. Et puis là, on est donc dans l'intérieur du parc. Donc on fait cette plateforme. Et puis par chance, en fait, les constructeurs, les ouvriers, se sont arrêtés globalement entre 20 et 30 cm au-dessus des sols antiques. Donc en fait, ils ont arasé tous les murs et la couche de démolition, hein, qu'il y avait sur ce terrain, et sans vraiment toucher au sol. Quand ils avaient, et puis à l'arrière, donc là où ils n'ont pas touché, on a des sols antiques qui sont à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Et donc il faut imaginer des murs encore en élévation, des murs antiques encore en élévation, dans ces mêmes proportions, entre 50 et 1 mètre, 1 mètre de hauteur. Donc ils ont fait cette plateforme, et puis sous le bâtiment, là où ils tombaient sur des structures assez solides, en fait, ils ont jugé de la bonne solidité justement de ces structures. Et donc, ils les ont conservés. Et donc, c'est ce qu'on a à travers ces deux photos, par exemple, où ici, on a un sol antique en mortier de chaux, un mur aussi antique, hein, qui délimite cette pièce. On est dans la partie sud, là, dans les antichambres et chambres. Je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, au-dessus, on a le bâtiment 16e, qui vient vraiment se reposer sur les sols et les murs antiques. Donc là, ils ont gardé tout intact, ils ont presque déblayé la pièce, enlevé la couche de démolition, ils ont appuyé leurs fondations, leurs murs, sans tout casser, sans descendre profondément. Ils ont dit certainement que c'était assez solide pour reposer cet angle du bâtiment, donc au XVIe siècle. Pareil, au XIXe siècle, ici, on a cette écurie, hein, je vous ai montré tout à l'heure, qui est à 20 cm juste au-dessus des sols antiques. Eh bien, figurez-vous que toutes les 3-4 assises que vous voyez ici, les 3 assises que vous voyez ici, sont les assises du mur antique, encore en élévation. On avait même encore des fragments d'enduit peint plaqués sur ce mur. Donc ça, on est sur le mur antique. Et puis, quand ils ont voulu faire leur mur d'écurie, ils sont tombés pile poil dans l'orientation. Je vous ai montré aussi tout à l'heure que les deux plans sont quasiment superposés avec les orientations de pièces, de murs. Donc là, quand ils ont fait ce mur d'écurie, ils sont tombés sur le mur encore en élévation, le mur antique, et donc ils ont dégagé la rase, et puis ils se sont rappuyés sur le mur encore en partie en élévation. Donc ce qui explique finalement cette sorte de fossilisation, hein, du site antique sous le site moderne, sous le château moderne. Ce qui peut paraître assez paradoxal, parce que généralement, quand on construit, on détruit
au moins de manière assez ponctuelle. Mais ici, ici c'est vraiment très 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 ponctuel. Ça concerne une toute petite zone qui a été détruite, mais sinon le site, de manière générale, est plutôt bien conservé. Donc voilà ce qui fait l'originalité de ce bâtiment de villa. Donc cette fois-ci, on va passer en contrebas du terrain de Marigny. Donc vous reconnaissez ici le château avec ses tours, la voie ferrée. Et puis donc en août et septembre 2022, on a fouillé 1400 mètres carrés, donc juste en contrebas. Donc là, c'était avant la construction d'un pavillon. Donc c'est pour ça que le diagnostic a été suivi d'une fouille. Le pavillon est maintenant construit. Donc c'était l'obligation pour le propriétaire avant de pouvoir construire. Donc 1400 mètres carrés de fouilles qui sont relativement intéressants puisqu'en fait on est sur la partie transitoire entre la pars urbana et la pars rustica, entre la partie résidentielle de la villa et sa partie agricole, où on a les premiers bâtiments de la partie résidentielle. Mais une des grosses surprises de cette fouille, qu'on avait déjà un tout petit peu quand même deviné lors du diagnostic quelques mois avant, c'est en fait l'existence dans ce terrain de l'angle d'un fossé qui correspond au fossé de l'enclos gaulois. Donc la fondation de cette villa remonte au moins au 1er siècle avant Jésus-Christ, d'après le mobilier retrouvé dans ce fossé. Et plus on est remonté dans le temps, on va dire, parce qu'avant, on n'avait aucun indice, même avec le mobilier, permettant d'aller jusqu'à ces origines-là. On plaçait plutôt entre le 1er et le 3e siècle de manière classique. Donc là, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce fossé, on a l'angle. En fait, on n'a pas vu directement l'angle, parce qu'on a été un tout petit peu limité par le projet de la maison, le projet de construction. On avait une cote de terrassement à respecter. Et par chance, enfin par manque de chance plutôt, et par chance pour le propriétaire, l'emprise de la maison se situait pile poil sur l'angle du fossé. Donc là, on n'a pas pu y toucher, au-delà d'une certaine cote. Mais par contre, on a un premier tronçon qui fait 20 mètres de longueur, et puis le retour ici, qu'on observait dans un seul sondage. Donc globalement, ce fossé, il fait 5 mètres de large à son ouverture. Il est très bien conservé. Il fait 5 mètres de large donc à son ouverture. Il fait 2,50 mètres de profondeur avec des parois obliques et un fond en cuvette. Donc voici un dessin de la coupe. Donc on l'a fouillé en coupe pour pouvoir récupérer le maximum aussi de mobilier. Donc dans ces coupes, les coupes, on a fait 5 ou 6 coupes, elles sont toutes homogènes, avec un début de comblement au fond qui signale la circulation, une stagnation d'eau, et puis une érosion des parois. Donc il y a un certain profil d'équilibre en fait qui se met en place. Et puis à partir de là, on a 3 ou 4 apports différents qui marquent petit à petit l'abandon de ce fossé. En fait, il sert de dépotoir. Dans une des couches qui était très, très sombre, donc qui est ici d'ailleurs, on retrouve pêle-mêle de la céramique, des dizaines et des dizaines de tessons d'amphore, du torchis brûlé, de la faune, quelques éléments en fer, etc. Et des plaquettes de pierre. Un fait intéressant est que dans le comblement de ce fossé, on a retrouvé un lot assez important de tuiles. Alors des tuiles qui dateraient de la fin de la période lathénienne, donc tout début augustéen. Donc un fait assez remarquable, parce qu'en fait les tuiles à cette époque-là ne sont pas encore vraiment démocratisées dans nos régions. On en retrouve plutôt dans la vallée du Rhône et dans le sud, parce qu'en fait on n'a encore pas d'atelier en Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas dans l'est de la Gaule. Donc ces tuiles, plus certaines céramiques, la grande quantité aussi d'amphores, montrent qu'on est sur un site assez privilégié, où on n'hésite pas à faire venir des matériaux et à consommer de manière, faisant venir des choses d'assez loin. Donc un statut assez privilégié, donc déjà à l'époque romaine. En plus de la monumentalité vraiment du fossé, tous les fossés ne sont pas, donc le gaulois ne sont pas aussi imposants. Donc ça aussi, ça marque une certaine présence de ce propriétaire ici. Donc tout ça est abandonné globalement, ce fossé est abandonné à l'époque augustéenne. Le site gaulois en lui-même se développe certainement juste au nord, dans une partie en pré et déjà construite. Donc on ne pouvait pas y avoir accès dans le cadre de cette fouille, évidemment. Donc tout ça abandonné à l'époque augustéenne. Et puis sur la bordure,
ouest de la parcelle. Donc globalement, le fossé passait ici. Donc sur la bordure ouest de la parcelle commencent à se mettre en place, dans la première moitié du 1er siècle de notre ère, les premiers bâtiments. Alors ces premiers bâtiments, on les a vus sous la forme de tranchées de récupération, parce qu'en fait le bâtiment que je vais vous montrer après, donc qui était superposé, est venu entièrement récupérer les sols associés à ce premier bâtiment, et ils sont venus même récupérer les fondations. Donc on a un mur qui fait 20 mètres de longueur, qui dessine une pièce ici, mais l'essentiel en fait des pièces se dessinent sous la route actuelle malheureusement, donc juste à l'ouest. Mais par contre, donc, ce bâtiment est longé par un caniveau. Un caniveau qui était en grande partie conservé, puisque avant de l'abandonner, en fait, ils n'ont pas récupéré les pierres, ils l'ont remblayé pour pouvoir construire juste au-dessus, à la seconde phase. Donc ce caniveau est fait donc avec de grandes plaques de calcaire qui font 5-10 cm d'épaisseur. La plus grande fait 1,20 m de longueur, puis elles sont toutes mises de champ comme ça. Et profondeur du caniveau à peu près 40-45 cm et 50 cm de largeur. Donc en plan, ça donne ça. Et puis au fond, une vingtaine de centimètres d'apport de sable qui sert de très fin, très homogène, qui sert sans doute à drainer les eaux qui tombent dans ce caniveau. Ensuite, dans un deuxième temps, tout ça est remblayé et en partie récupéré, je vous disais. On construit, donc là on est au début du 2e siècle de notre ère, c'est encore à préciser avec les études de mobilier. On est dans une phase générale vraiment de monumentalisation de la villa. Donc on remblaye le secteur, le chemin est renforcé ici, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis on a des nouvelles pièces qui sont créées, donc cette fois-ci avec des sols en mortier de chaux, et puis un mur de portique donc, qui se développe ici, donc on a l'angle ici. Un mur de portique donc, qui correspond à ce mur-ci, qui a été ensuite récupéré, qui tourne là, et qui est longé donc d'un caniveau. D'un peu plus près, les photos, ça donne ça. Ce mur de portique faisait 1,30 m de fondation de profondeur, il faisait 1 mètre de largeur, et puis dans son sein donc, était intégré une série, on a vu 3 bases de colonnes qui font 1 mètre de côté à peu près, sur 50 cm d'épaisseur, donc vraiment inclus dans la maçonnerie. Donc ces bases de colonnes de 2,50 m en trax, je crois, donc ces bases servent à supporter les colonnes, comme je viens de le dire, donc du portique qui se développe donc ici avec ses sols et puis qui se développe donc plutôt à l'ouest de notre fouille sous la route et la voie ferrée actuelle. En tout cas, tout ça est une nouvelle fois longé par un caniveau qui se superpose presque exactement au caniveau précédent que je viens de vous montrer avec les dalles. Donc là, cette fois-ci, ce caniveau est encore mieux fait, il est maçonné. Il est maçonné, il fait des petits murets de 40 cm de hauteur, 50 cm de large. Le fond fait avec des dalles jointoyées. Et donc ce caniveau, il longe à peu près 40-50 cm le bâtiment. En fait, il n'était pas couvert. Il faut imaginer qu'on ne circulait pas entre le chemin et l'intérieur du bâtiment. L'entrée devait se faire ailleurs, un peu plus loin. Et donc les eaux de la toiture du portique tombaient sans doute directement dans ce caniveau et ensuite évacuaient le tout vers la Saône. Avec le diagnostic, en fait le diagnostic, je ne vous ai pas dit, le diagnostic était légèrement plus grand, en tout cas sur le sud de la parcelle, que la fouille. Donc on n'a pas eu la chance de fouiller cette partie-là, mais on a quand même eu pas mal d'informations à travers les 2 tranchées de diagnostic. Et notamment, on avait eu la chance de tomber sur la jonction déjà de ce caniveau, avec donc le caniveau ouvert, ici, qu'on a fouillé, et puis celui-ci qui est vraiment à la perpendiculaire. Mais par contre, cette fois-ci, il est couvert, donc celui-ci, on l'a vu que dans le cadre du diagnostic. Et qui fait 40 mètres de longueur, qui se prolonge dans les champs actuels. On ne l'a pas vu en entier, mais qui était vraiment encore parfaitement conservé, donc entièrement couvert, et qui longe en fait toute l'aile sud des bâtiments de la Pars Rustica. Donc en fait, on a l'angle, un des angles de cette Pars Rustica. Et puis donc le chemin, vous avez vu sur les photos et les plans, tout ça est longé par un chemin qu'on a vu également
Non, j'ai pas le plan. Qu'on a vu également dans le diagnostic. Donc ce chemin longe le caniveau couvert, ensuite tourne direction au nord pour longer le bâtiment sur portique. Donc ce chemin plutôt bien entretenu, on a vu des ornières, etc. Donc bien construit, qui est longé dans un premier temps par un fossé. Donc on retrouve ici plutôt un beau fossé. Alors je vous parlerai tout à l'heure de la topographie, mais en fait, on a quand même un dénivelé, hein, le terrain n'est pas plat. Donc on a besoin de ce fossé, donc on a ce chemin, le fossé, et ensuite au-delà à gauche, on retrouve la cour des communs, de la partie agricole de la villa. Donc pour éviter que tout ruisselle dans le bas de la cour, on a besoin d'un fossé pour drainer toutes les eaux qui viennent tant des bâtiments que de cette voie. Donc voilà, un fossé plutôt imposant, dans un premier temps. Alors, dans l'ensemble de cette fouille, on arrive à restituer, donc vous avez vu, hein, c'est bien conservé, mais quand même, c'est plutôt que des fondations et quelques sols. En tout cas, on arrive à restituer un peu l'architecture, donc déjà avec ces supports de colonnes. On a aussi retrouvé des plaquages en marbre de bassins, des fragments de moulures et de corniches en marbre. Et puis aussi encore des tesselles. Alors cette fois-ci, des tesselles avec du verre en pâte de verre, hein, vert, jaune, bleu. Ce qu'on n'avait pas par contre dans les bâtiments vus lors du diagnostic un peu plus haut. Donc ce qui laisse imaginer quand même qu'on a des emblémas ou au moins des motifs, des motifs en couleur et pas simplement en bichromie. Et puis d'ailleurs, tous ces éléments ont été retrouvés dans un caniveau comblé à la fin du 1er siècle de notre ère. Donc, ce qui laisse aussi imaginer que ces tesselles, en fait, on a des mosaïques dès le 1er siècle de notre ère sur la villa. Ou en tout cas qu'on les fabrique, qu'on les construit à cette période-là. On a aussi un fragment de statue, le bas d'un visage qui représente Hermès, sans doute. Qui serait une copie en fait d'une statue grecque. Il y a certains styles voilà, qui se retrouvent parmi les statues grecques. Je ne vais pas plus loin parce que je ne suis absolument pas spécialiste de la statuaire. Et donc pour restituer, pour l'instant je n'ai pas d'image de restitution de cette villa, donc je prends toujours l'exemple de Port-sur-Saône. On est sur le même type de villa, donc il faut imaginer hein, avec les cours intérieures et puis ce système de portique justement ici avec le bâtiment de la Pars Urbana. On n'a pas que des éléments d'architecture, hein, d'ailleurs, on a aussi du petit mobilier qui provient ici, oui, entièrement du premier état de caniveau. Vraiment, c'était une vraie mine, ce caniveau. Donc, on a des deniers en argent, on a une petite boîte à seaux. Donc, généralement, ces petites boîtes à seaux, on les retrouve chez des personnes assez importantes. Parce que ça sert à cacheter les parchemins, les courriers, les lettres. On a cette petite épingle de cheveux aussi en tabletterie où il manque juste la tête, ou des fibules, ou des charnières en os, charnières de meubles en os, donc ce qui est un peu plus classique. Donc grâce à l'ensemble de ces éléments, je n'ai pas de restitution 3D, mais on peut commencer déjà à voir l'organisation de tout ça avec le diagnostic, donc je vous rappelle qui a eu lieu sur cette partie-là, et puis la fouille qui a eu lieu là, plus les données aériennes très très ponctuelles qu'on a. On arrive à restituer l'organisation, donc c'est un établissement rural à 2 cours, hein, plutôt classique, en tout cas tel qu'il est connu aujourd'hui. Donc ces 2 cours correspondent à la partie agricole et à la partie résidentielle ici. L'ensemble se développe globalement sur 10 hectares. Et donc, il faut imaginer ici, on ne voit pas très bien sur cette photo drone, mais en fait, on a un dénivelé. Hein, je vous ai parlé tout au long de ma présentation d'un dénivelé. En fait, on a 10 mètres de dénivelé entre les sols qu'on a vus sous le château, les sols antiques donc dans le château, et les sols antiques qu'on a dans la fouille. Donc, on a 10 mètres de dénivelé. En fait, la partie résidentielle est implantée sur la terrasse alluviale de la Saône. Donc on surplombe toute la rivière, hein, toute la plaine, même si c'est très relatif, hein, mais quand même. Et puis il y a aussi la voie d'Agrippa, il ne faut pas l'oublier, qui passe aussi en contrebas. Donc 10 mètres de dénivelé. En contrebas, tout en bas, on retrouve globalement la Pars rustica, donc la partie agricole, qui se développe autour de la cour. On a sans doute tout un ensemble de pièces ici, donc qui reste encore à définir, donc liées à la partie agricole de la villa. Et puis, donc la partie résidentielle, elle, est aménagée sur 3 terrasses
artificielles hein, qui sont aménagées sur la terrasse alluviale naturelle. Donc il faut imaginer 3 terrasses, 3 petites plateformes où on a des bâtiments sur chacune de ces terrasses et puis au moins une cour centrale. La première de ces terrasses correspond à la partie balnéaire, donc, qui a été détruite en 1853. Donc on restitue un balnéaire parce qu'on a vu des hypocaustes, des bassins, etc. Donc a priori, il y a beaucoup de chances pour que ça soit cette partie-là de la villa. Ensuite, on retrouve donc cette cour, et puis tout en haut, sur la dernière terrasse, donc on a 1 mètre de dénivelé, rien qu'entre la cour, hein, je vous rappelle, et puis la partie, le bâtiment central, tout à l'ouest. Donc on retrouve le bâtiment central, principal de cette villa. Alors cette organisation, elle n'est pas totalement inédite, hein, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on dézoome un peu, mais rien qu'à l'échelle du Val-de-Saône, c'est qu'on a un ensemble d'établissements ruraux assez aisés qu'on retrouve sur toute cette terrasse alluviale, et notamment à Mâcon, Flacé, au hameau de Flacé à Mâcon, où on a sur les hauteurs une villa comme ça avec des cours, bon, qui est quand même assez anciennement connue, qui a aussi des mosaïques. Et puis on a aussi un bel exemple avec à Tournu, au lieu dit Embelné, qui est en partie coupé par la 6 maintenant. Mais en tout cas, on est sur le relief qui domine la vallée de la Saône. Et puis on retrouve aussi dans le secteur des villas, peut-être même encore plus riches, donc celle de Sensé notamment ou de Grange. Donc là, par contre, on est entièrement, totalement à plat, en quelque sorte, dans la plaine. Donc voilà, donc on a vraiment un contexte assez favorable pour l'implantation de ces belles villas. Vous aurez vu, donc pour l'instant, c'est que des petites informations ponctuelles. Bon, la fouille est quand même une grosse information ponctuelle, mais à l'échelle de la villa, ça reste quand même pas un timbre-poste, mais presque, hein, sur les 10 hectares supposés. Donc, on verra les années à venir sous d'autres formes comment mieux documenter encore cette ville-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Loïc hein, pour cette présentation d'un établissement de fort statut du Val-de-Saône. On n'en a pas tant que ça qui soit bien documenté ou sur lesquels on ait des éléments. Alors donc, si j'ai bien compris, on serait quand même sur une fondation à l'époque gauloise et sans hiatus, une transformation sur place et le passage d'une ferme à la gauloise en architecture de terre et de bois, ça, avec un fossé de délimitation à la construction d'une grande villa du Haut-Empire, c'est ça ? Une pérennisation donc, du statut aristocratique. Ce qui nous manque finalement dans le chaînon manquant, c'est un peu les bâtiments augustéens qui doivent être quelque part. Mais voilà, je vous disais, on a vraiment fouillé une infime partie finalement de la villa, donc ça doit bien se développer quelque part. Mais en tout cas, c'est au début du 1er siècle qu'on a la mise en place de la partie résidentielle et qui gravissent un peu la terrasse hein, pour s'installer, pour monumentaliser encore plus les bâtiments, parce qu'a priori, le Gaulois est dans la plaine, selon la formule consacrée. Et puis, et alors, est-ce que vous avez des éléments de datation sur l'abandon du site ? À quel moment est-ce qu'il est déserté, abandonné ? On a quelques tessons dans l'abandon, dans les démolitions, tout début 4e siècle, mais on n'a rien de mieux. Et puis par contre, quand ils ont fait la voie ferrée, là, donc, dans les années 1850, ils sont tombés sur des sépultures. Je ne me rappelle plus exactement les termes de l'époque, mais en bref, c'est des sépultures installées dans des ruines avec des monnaies romaines. Donc voilà, ils en ont vu 3 ou 4. Donc on imagine qu'il y a une petite nécropole hein, mérovingienne qui s'installe dans les ruines des bâtiments quelque part. Voilà, sans doute au nord, d'après les descriptions, mais on n'a pas de traces, autre trace que ça. Et puis dans cette pérennisation aussi, le village de Fleurville, en fait c'est même pas un village, enfin c'est un village très récent, c'est une commune très récente des années 1960. Il n'y a pas d'église par exemple.
puisque c'était tout ça juste à l'ouest, à Vérizé. Et puis, donc, encore pérennisation avec ce lieu de pouvoir, avec l'installation du château, finalement, au XVIe siècle. Le hasard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Non, pas du tout. Alors le caniveau qu'on a fouillé, il longe sans doute tout le bâtiment, hein. Donc ça doit faire, je crois que ça fait à peu près 100 mètres de longueur, hein, ce bâtiment de côté. Enfin, la partie résidentielle, c'est peut-être pas qu'un seul bâtiment. Et puis ensuite, il rejoint la partie sud de bâtiments des communs, des bâtiments agricoles. Ça doit se diriger direction la voie d'Agrippa, mais bon, on l'a vu sur 40 mètres déjà. Mais ça doit encore se prolonger. J'imagine qu'il longe en fait tous les bâtiments jusqu'à la voie d'Agrippa, sans doute. Donc ça reste encore des éléments à confirmer. Il y a d'autres questions? Oui, madame? Pardon, j'ai pas bien entendu. Alors, qu'est-ce que vont devenir les mosaïques? Puis ça Alors, pose aussi la question de l'avenir du site sous le château, là, parce que voilà. on est chez un propriétaire privé. C'est ça. Alors, il n'y a aucune fouille de décider. Le site, suite à ces découvertes, a été classé monument historique dans la parcelle du château, donc le site antique. Les mosaïques, il y a une seule partie, la partie que vous avez vue à peine 10 cm sous le sol. Elle, une bonne partie, pas entier, a été déposée donc, par l'atelier de Saint-Romain-en-Galles. Donc il y a une prestation des monuments historiques en accord avec le propriétaire, etc., qui s'est fait il y a un an, en novembre 2022. Donc ils ont récupéré 10 mètres carrés à peine, je crois, de cette mosaïque pour pouvoir la restaurer. Et ça va et à terme, le propriétaire, alors qui est hyper conciliant de tout, il était super content. Il a acheté un château, il se retrouve avec une villa juste dessous pour le même prix. Et donc le deal, en fait, en quelque sorte, c'est que cette mosaïque soit ensuite exposée dans ces pièces de réception du château qui va restaurer. Et puis il y a la petite partie aussi dans l'actuelle écurie qui va être a priori conservée sur place. On va mettre un système de vitres, tout ça, pour montrer. Donc ça sera la salle des mosaïques, déjà trouvée, avec un petit historique des lieux, tout ça, nos découvertes. Voilà, ça reste encore à définir. Mais en tout cas, mais globalement, donc à part cette dépose, l'ensemble reste sur place. Il est autorisé à construire, enfin à aménager, à restaurer tout son bâtiment, mais par contre, il a tout un ensemble de clauses techniques pour pas descendre, etc. Plein de contraintes à respecter pour pas toucher à l'intégrité du site archéologique juste dessous. Ce qui lui a ajouté beaucoup de difficultés. Bah oui, parce qu'il ne peut pas faire passer ses canalisations. Ben voilà, il y a tous ces réseaux, tout ça, donc bon, il y a des solutions de trouver. Voilà. Alors c'est frustrant pour nous, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais je pense que si on décrépissait tout, on retrouverait plein de moellons, de choses antiques. Si c'était ça votre question. Mais il n'y a rien de visible comme ça en tout cas. Mais s'il y avait une vraie étude du bâti menée, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Un peu tout ça à la fois, certainement. Un peu tout ça à la fois, certainement, peut-être même des vignes, vu la situation. Là, on est pas à côté de Mâcon. Oui, un peu tout ça à la fois, mais on n'a pas vraiment la preuve, parce qu'on n'a pas vraiment fouillé les bâtiments agricoles. Mais en tout cas, dans ces types d'établissements, c'est tout ce qu'on retrouve, c'est vraiment polyvalent. Avec ce propriétaire qui gérait tout et qui gère peut-être même le commerce sur la Saône, sur la voie d'Agrippa. Il y a peut-être des péages, des choses comme ça, d'où il tire aussi sa richesse. On peut l'imaginer, vu la situation. En tout cas, pour cette période, effectivement, là, on a des attestations de culture de la vigne en Bourgogne dès à peu près le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est pas du tout extraordinaire de penser que dans ce domaine,
on a une partie des ressources qui sont liées au vin. Et alors actuellement, on est dans le Beaujolais déjà? Le Mâconnais. Mâconnais, c'est pas encore du Beaujolais. Ah non, Ouais. pas pareil. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah écoutez, on va libérer notre conférencier. Merci encore, Loïc. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, Et j'espère que je ne vous mets pas trop en retard avec mon retard.